messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle émission. Cette émission s'intitulera L'éducation, un levier de croissance par excellence. Pour parler de ce sujet, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dr Ilah Kadili. Monsieur Kadili, bonjour. Plaisir est partagé. Dr Kadili est un homme d'esprit, d'action et d'engagement. Et Dr Kadili est titulaire de plusieurs... j'ai votre CV en face de moi. Il nous faudra quelques temps pour parler de tout ce que vous avez fait, Dr Kadili. Je vais essayer de limiter un peu et d'aller à l'essentiel. Vous êtes titulaire de plusieurs diplômes pré- et post-doctorants dans des facultés aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Vous avez fait de l'enseignement, n'est-ce pas? Ici et à l'étranger également. Vous avez été haut responsable dans plusieurs administrations marocaines. Et vous êtes notre invité en tant que président et fondateur de la Fondation Temkin. Avant de vous donner la parole, Dr Kadili, je voudrais partager avec vous, si vous le permettez bien, quelques données statistiques sur l'éducation et sur l'accès à l'éducation. Des données qu'on trouve auprès des agences de l'ONU et l'UNICEF, dont l'UNICEF justement. Des chiffres qui sont enregistrés à l'échelle mondiale. 2/3 des enfants vont à l'école et atteindront la dernière année du primaire sans avoir de bonnes... Ils ne savent ni lire ni écrire. Ce sont des chiffres officiels de l'UNICEF. Près de 60% des adolescents sont scolarisés mais n'apprennent pas grand-chose pendant leur scolarité. Un peu plus de 260 millions des 6-17 ans ne sont pas scolarisés. Et il y a un autre chiffre qui est assez alarmant à l'échelle mondiale, et certainement le Maroc n'est pas en reste. Ce sont 12 millions d'enfants en âge d'aller à l'école, ne sont pas à l'école. Et en parallèle, il y a à peu près 750 millions d'adultes qui sont analphabètes, et on se rend compte finalement que les facteurs liés à la pauvreté, le chômage, la maladie, l'analphabétisme des parents, participent à 2 fois, c'est-à-dire qu'ils ont 2 fois plus de chances de ne pas aller au bout de leur formation scolaire et académique et de ne pas accéder à l'école de manière définitive. Je voudrais, Dr Kadili, avant que vous nous fassiez un commentaire par rapport à ce que je viens de dire, que vous nous présentiez la Fondation Temkin, si vous le voulez bien, la genèse de Temkin, la raison d'être, son histoire, les actions de manière globale, on rentrera dans le détail un peu plus tard, et aussi la territorialité, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez uniquement au niveau du Maroc ou à l'échelle régionale, et on ira un peu plus dans le détail par rapport au projet que vous menez. Bien. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir pensé à la Fondation Temkin. En ma personne et derrière moi, il y a une équipe de jeunes extrêmement active, extrêmement engagée, dynamique, qui s'est inscrite dans ce projet, dans la réalisation de ce rêve. En fait, la raison d'être de la Fondation, vous l'avez définie vous-même, en donnant la liste de la problématique qui est celle non seulement à l'échelle du Maroc, mais le Maroc ne fait pas exception à l'échelle mondiale, où le problème de l'éducation, pour des nombres extrêmement importants, se pose. Et donc, nous nous sommes intéressés, un groupe de personnes comme moi, animés par la volonté de servir notre pays, de donner le meilleur de nous-mêmes à cette question de l'éducation. Nous nous sommes posé la question comment le faire et dans quel cadre. Arrivé à l'âge où nous sommes aujourd'hui, moi-même et un bon nombre de ceux qui ont pris cette tâche à cœur, ils sont nombreux. Comment est-ce que nous allons le faire? Donc nous nous sommes dotés d'un cadre, un cadre que la législation et la réglementation en vigueur le permet, en créant cette fondation pour apporter le meilleur de nous-mêmes et contribuer à l'amélioration qualitative de l'éducation. Au départ,
nous étions convenus que le soutien scolaire devait être notre cheval de bataille. Apporter un soutien scolaire en enjambant, si je puis me permettre, les technologies de l'information et de la communication comme moyen, mais une approche assez particulière des technologies de l'information et de la communication pour essayer de toucher le plus grand nombre à l'intérieur du pays pour commencer. Et puis par la suite, j'évoluerai pour aller au-delà des frontières de notre pays. Donc si j'ai bien compris, Dr Ali, c'est dans une démarche qualitative. Absolument. Donc absolument. pour vous, l'introduction des technologies de l'information et de la communication sont un moyen pour améliorer la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas? Pas uniquement pour nous, d'autres pays sont passés par là. Oui, tout à fait. Ces pays ont réalisé des sauts qualitatifs extraordinaires. Et je pourrais citer la Chine, la Corée du Sud et pas très loin de chez nous, sur le continent, le Rwanda. Hier encore, il y a 20 années, le Rwanda était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un failed country. Aujourd'hui, le Rwanda est donné comme exemple d'un pays qui a fait faire à son éducation un virage à 180 degrés. Comment? Eh bien, ils ont adopté une approche extrêmement innovante, extrêmement créative de l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Notre pays, Sa Majesté le Roi, n'a pas cessé de parler de l'éducation, d'insister là-dessus, à telle enseigne que Sa Majesté en a fait la deuxième priorité nationale après l'intégrité territoriale. De ce fait, nous sommes tous appelés, il nous est demandé à toutes et à tous de contribuer à ce gigantesque chantier, de faire de notre éducation, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'ouverture de cet échange, le cheval de bataille pour assurer un développement économique et social dans notre pays. Parce qu'il y a un lien indéniable entre le niveau d'éducation, la qualité de l'éducation et la croissance, le développement dans notre pays. Et c'est vrai, vous avez raison, dans des pays dont le revenu est bas, un revenu intermédiaire, voire pays sous-développés, c'est là où justement il y a des problèmes d'éducation énormes, où la pauvreté et la précarité des parents entraînent en grande partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, éventuellement la précarité des enfants par la suite, etc. Et c'est un cercle infernal de la précarité qui se transmet de génération en génération à cause justement de l'abondance scolaire et de la mauvaise qualité de l'enseignement. Et je pense que des fondations comme la vôtre participent à améliorer la qualité. Et j'ai été interpellé par votre logo. Il y a deux mots qui m'ont interpellé, qui sont excellence et créativité. Absolument. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Alors, pourriez-vous, Dr Kadié, nous parler de ces deux aspects-là? Pourquoi excellence? D'abord, il y a les orientations royales. Il y a la déclaration de Sa Majesté. Et puis, il y a tout l'investissement que nous mettons à faire de notre éducation quelque chose de meilleur que ce qu'elle est aujourd'hui. Nous, contribuables, nous, citoyens, nous, responsables, nous, corps élus, nous nous employons tous et toutes à faire en sorte que notre éducation soit de qualité parce que nous en avons besoin. De deux choses l'une, ou bien notre éducation s'améliore, ou c'est le mur. Plutôt que d'aller dans le mur, nous avons choisi de contribuer à faire de l'éducation meilleure, à tout employer, à tout investir, à nous investir nous-mêmes et investir notre maîtrise, nos connaissances en matière de technologie de l'information et de la communication pour en faire une éducation de qualité. Nous n'avons pas le choix, en fin de compte. Comme d'autres pays qui ont, la Chine, il y a quelques années, il y a 10 ou 20 ans, son système éducatif était derrière celui du Maroc. Aujourd'hui, il est donné comme exemple parce qu'ils ont choisi de faire de leur éducation le moteur du développement et nous savons aujourd'hui où se trouve la Chine. Donc, ensemble, nous avons opté pour cette contribution active et agissante à l'amélioration qualitative de l'éducation. Nous avons commencé par tester notre approche. Lorsque nous avons commencé, en 2015, nous avons testé notre approche au niveau de Rabat, Skheirat Mara et au niveau de Sidi Slimane. Au niveau du baccalauréat, nous nous sommes dit, et si on fournissait des séances de soutien, remédiation, à un groupe d'élèves
qui se préparaient à passer les examens du baccalauréat. Et bien, les résultats étaient époustouflants. C'est quoi le soutien remédiation? C'est nous adresser aux lacunes accumulées par les élèves pendant tout leur processus scolaire. Il y en a qui ont des lacunes en mathématiques, comprendre ce qu'est une équation, ce qu'est une variable dans l'équation, comprendre une réaction chimique, comprendre un terme, comment est-ce qu'on conjugue, etc. À partir du moment où vous vous adressez à ces lacunes, l'amélioration est terrible, est extraordinaire. Eh bien, nous avons commencé par le baccalauréat. Et constatons qu'au niveau de ces deux localités, qui sont très loin l'une de l'autre, Srerat Mara, c'est pratiquement 160 par rapport à Sidi Slimane, à 180 km. L'amélioration était de 20 points. Du constat et de la reconnaissance des responsables. En quelle période? Pour la préparation du baccalauréat. En l'espace de 2 mois. En l'espace de 2 mois. Bien. Constatons cela. Nous avons commencé à généraliser notre approche. Comment? Dans un cadre collaboratif, participatif et partenarial. Ça veut dire quoi? Collaboratif, participatif et partenarial. Partenariat avec les académies régionales, les directions provinciales. Nous sommes partenaires aujourd'hui de l'ensemble des académies régionales et par voie de conséquence des directions provinciales. Comme vous le savez, il y a 12 académies régionales et il y a 83 directions provinciales. Participatif et collaboratif, l'élément humain le plus déterminant dans tout processus d'amélioration, je ne le dis pas tout seul, il y a le nouveau modèle de développement qui le dit également, c'est l'enseignant. Donc il fallait pour nous impliquer, faire participer, collaborer avec un certain nombre d'enseignants pour qu'ils viennent s'impliquer dans cette nouvelle dynamique. Excusez-moi, docteur, et concrètement, ce sont les AREF, les académies régionales qui font appel à vous? Est-ce que c'est vous qui venez avec des projets? Nous avons été dire aux académies, Rabat, Salé, Kenitra pour commencer, Benimlal, Casablanca, Marrakech, c'est vous qui faites la démarche? Absolument, au début, nous avons contacté les académies et nous avons trouvé une ouverture auprès des académies, auprès des directeurs d'académies, auprès des directeurs provinciaux, pour travailler ensemble. Et c'est cela justement la beauté de cette dynamique. Comme j'ai dit, collaborative, participative et partenariale. On ne peut rien faire tout seul. Les académies ne peuvent rien faire toutes seules. Et le citoyen se doit de participer. Il se doit de participer en tant qu'enseignant, il se doit de participer en tant que parent, il se doit de participer en tant que citoyen. Donc c'est cette dynamique-là que la Fondation Temkin a essayé depuis le départ et continue de propager à travers l'ensemble du territoire avec d'excellents résultats. Oui, ben, j'imagine. Alors dites-moi, docteur Gadi, lorsque vous êtes en accord avec une académie régionale, comment ça marche avec aussi bien les profs, les enseignants qui vous accompagnent dans cette démarche, que les parents d'élèves? Est-ce que c'est du volontariat? Est-ce que ce sont des profs qui viennent auprès de la Fondation et qui se proposent de faire ces soutiens pour arriver au résultat escompté? Est-ce que les parents s'impliquent également? Est-ce que vous êtes en relation? Parce que, à mon échelle, j'ai déjà fait un petit projet au niveau de l'éducation et j'ai remarqué la chose, je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, quand les parents d'élèves s'impliquent, il y a aussi un résultat. Lorsqu'il y a la volonté des intervenants dont vous faites partie, et lorsque les parents sont là, il y a du résultat. Alors, je ne sais pas si les parents font partie aussi du tour de table. Enfin, vous savez, nous avons commencé par le programme Temkin Tutoring, soutien scolaire. Et puis nous nous sommes rendus compte qu'en apportant un soutien ciblé, un soutien effectif aux élèves, ils tendent vers l'excellence. Donc nous avons développé un second programme qui est Temkin Excellence. C'est quoi Temkin Excellence? C'est encadrer les élèves, leur expliquer, les impliquer, et ceux qui se détachent parmi eux, ceux qui sont excellents, combien même nous pensons que l'excellence doit devenir la règle et non l'exception, parce que, pour différentes raisons, d'abord l'investissement, l'appel de Sa Majesté, parce que absolument, nous n'avons pas le choix. Donc ceux qui se détachent, qui deviennent excellents, nous glanons des bourses auprès des universités partenaires, qui deviennent de plus en plus importants, pour les donner à ces élèves excellents. Aujourd'hui, nous avons quelque chose comme 800 personnes
qui ont bénéficié des bourses d'excellence et de mérite données par les universités partenaires de la Fondation, Euromède de Fès, Université internationale de Rabat, etc. Et j'en passe. Submanagement, SupMTI, etc. Deuxième programme. Et puis nous nous sommes dit, mais comment est-ce qu'on peut impliquer les parents? Parce que, comme vous le dites, absolument, c'est une variable fondamentale dans ce processus d'amélioration. Je vous parlerai tout à l'heure de l'équation Temkin d'amélioration qualitative de l'éducation. Eh bien, nous avons monté un programme, celui des caravanes Temkin. Il faut aller sur le terrain. Aller sur le terrain pour faire plusieurs choses à la fois. Aller sur le terrain pour former les enseignants de manière à ce qu'ils s'approprient les plateformes Temkin. Pour votre information, Temkin a développé ses propres plateformes. Nous n'utilisons aucune plateforme qui ne soit développée par la Fondation. Non seulement nous utilisons nos plateformes pour la mise en œuvre de nos programmes, mais nous mettons nos plateformes à la disposition de nos partenaires, de nos sponsors et du commun des mortels et du public de manière générale. Toute personne qui veut utiliser les plateformes Temkin, soit la plateforme pour le soutien scolaire, pour l'encadrement, pour les séminaires, pour les bourses, etc. Et j'y arriverai. Donc nous nous sommes déplacés sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons organisé 61 caravanes, dont 14 caravanes virtuelles. 61 caravanes, ça veut dire que nous sommes partis à Birgendouz par exemple. Tenez, nous sommes déplacés à Dakhla et nous sommes partis à Birgendouz. Vous savez que Birgendouz se trouve à 300 km de Dakhla et 70 km de Gergaret. Voilà. C'est aussi loin que ça. Nous sommes partis 3 fois à Birgendouz. Eh bien, nous avons trouvé sur le terrain un potentiel extraordinaire. Partout où nous allons. Nous sommes partis à Sazag, à Tata, à Gelmim, un petit peu partout, pour porter le message et porter cette dynamique. Rencontrer les enseignants. Former les enseignants à l'utilisation des plateformes Temkin et les certifier. Aujourd'hui, nous comptons quelques 15 200 enseignants qui ont été exposés à la formation et à des rencontres avec la Fondation. Nous avons rencontré des milliers de parents. Nous avons rencontré des dizaines de milliers d'élèves auxquels nous avons parlé de cette dynamique. Nous avons parlé de la dynamique de transformation. Nous avons également parlé de la dynamique des bourses, de la dynamique des séminaires, de celle des rencontres, de celle des rencontres virtuelles entre universités sur une plateforme, complex.temkin.org, entre universités marocaines et étrangères. Nous en avons organisé 2 éditions aujourd'hui, où des 84 000 élèves, parents d'élèves, ont pu interagir avec quelque chose comme 64 universités du Maroc, d'Inde, de l'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Singapour, et nous sommes en train d'organiser la 3e version. Les technologies de l'information et de la communication, et les plateformes Temkin ont été développées dans ce cadre, sont de nature à donner énormément à nos élèves, à nos enseignants et au corps pédagogique d'une manière générale. Donc l'équation Temkin, je vous en parlais tout à l'heure, est justement ce que nous appelons aujourd'hui l'équation Temkin d'amélioration qualitative de l'éducation, prend en considération toutes les composantes qui sont intéressées de près ou de loin par l'éducation. L'élève, l'enseignant, pierre angulaire du système éducatif, oui, reconnu d'ailleurs par la feuille de route du nouveau modèle de développement économique, qui considère que l'enseignant est absolument fondamental. Et c'est une première. Et je pense que actuellement, le département de l'éducation est en train de développer un certain nombre de programmes pour faire de l'enseignant sa formation, sa maîtrise des technologies de l'information et de la communication, sa mise à sa disposition d'un certain nombre d'instruments, des tablettes, une nouvelle façon de les utiliser, etc. Des tableaux interactifs. Des tableaux interactifs qui sont là. D'ailleurs, je me déplace demain à Dakhla pour un projet de création de salles multimédia, ce que nous appelons les salles Temkin. Il y en a actuellement 1322. Une salle Temkin modèle, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un écran ou un tableau blanc interactif, une caméra, des micros baladeurs, des haut-parleurs, de manière à permettre une interaction virtuelle en mode synchrone. Laissez-moi vous faire le schéma suivant. Si on
si on équipait aujourd'hui, et on doit, à mon sens, équiper l'ensemble de nos établissements scolaires. Et il y a un processus une dynamique qui est commencée. L'ensemble de nos établissements scolaires de salles multimédia, salles Temkin. Il y a une circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 19 mars 2018 qui demande aux académies régionales, aux directions provinciales, aux établissements scolaires d'ouvrir les salles multimédia au programme de la Fondation et notamment au programme Temkin Tutoring. Si on pouvait créer, en l'espace d'une année, de 2 ans, doter l'ensemble des établissements scolaires de salles multimédia, non pas d'une seule salle, mais de plusieurs, le problème d'absence ne se poserait pas, d'enseignant ne se poserait pas. Un enseignant indisposé ou qui est absent pourrait être remplacé, les élèves seraient dans ces salles multimédia, recevraient un cours dispensé d'Oujda alors qu'ils se trouvent à Agadir. En fait, si je peux me permettre, Dr Kadi, la mise en place, je prends l'exemple d'un tableau interactif avec les outils qui vont avec, pour justement la communication synchrone, permettent d'avoir plusieurs sessions, de les sauvegarder. Bien sûr. On n'a plus à effacer. Absolument. Le professeur perd beaucoup de temps à effacer, à écrire. Aujourd'hui, c'est diffusé, c'est sauvegardé, c'est repris pour d'autres écoles, etc. Donc il y a vraiment... Et puis, parce que le problème qu'il y a, c'est que très souvent, les professeurs n'ont pas le temps de finir leur programme à l'année. À force d'effacer, à force d'écrire. Un professeur peut faire appel à ce qui a été fait par un autre professeur, l'utiliser, construire dessus, ajouter. Les librairies multimédia qui peuvent s'intégrer à ce... Vous savez, vous me rappelez une interaction du gouverneur d'El Jadida. Nous avons réalisé des salles Temkin dans un lycée, le lycée Moulay Abdallah Amrar, à El Jadida, et le gouverneur voulait savoir, et il a été posé la question à 2 élèves, une fille et un garçon, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais vous dire la réponse. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est excellent. Est-ce que vous préférez au présentiel? Oui, pourquoi? Justement parce que la raison qui a été avancée, c'est exactement ce que vous voulez dire. C'est enregistré, on peut revenir à chaque fois, on peut revenir autant de fois que l'on veut pour revoir cela. Et la beauté de ces salles Temkin, c'est l'interactivité. C'est-à-dire, on peut poser des questions, on peut recevoir des réponses, et là, ça va vous porter un peu plus loin. La réalité virtuelle et la réalité augmentée faisant son entrée partout dans le monde devraient être adoptées. Et nous sommes en train de travailler avec une entreprise pour intégrer des composantes de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ça deviendra de plus en plus une chose de notre quotidien scolaire. Oui, tout à fait. Voilà. Et si vous permettez aussi, Dr Kadi, c'est que je pense que même le regard de l'enfant, de l'élève, par rapport à son professeur changera, parce qu'il va voir devant lui un professeur qui suit la technologie, qui a un tableau interactif et qui n'a pas un tableau noir où il écrit et qu'il efface après l'avoir rempli. Donc le regard vis-à-vis de l'enseignant change. Écoutez, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, l'enseignant parle et ce qu'il dit se transcrit sur le tableau et sur les terminaux des élèves, et sur les tablettes et les terminaux des élèves. Ce que nous préconisons, et c'est un projet que nous avons présenté, c'est de distribuer des tablettes, de les prêter à la limite à tous les élèves. Quand ils mettent du contenu. Les régions ou les localités éloignées où il n'y a pas de connexion Internet, eh bien créons ou installons ce que nous appelons des bornes de réception. L'élève se présentant devant la borne télécharge le contenu et va chez lui pour le préparer. Il nous faut, et je pense que c'est en cours actuellement, une autre approche de l'éducation, une autre approche de l'institution scolaire, qui est également une variable de l'équation Temkin. Il faut que l'institution, que l'établissement scolaire dispose de ses moyens et que notre conception de cet établissement change absolument, parce que les pays, je vois la Corée par exemple, les établissements ne sont pas aussi fermés. Ils sont ouverts sur leur environnement. Ils sont ouverts sur l'environnement de sport, l'environnement de la culture, l'environnement des rencontres. Vous parliez des parents. Nous appelons dans l'équation Temkin, nous appelons au retour des parents à l'école. Et quand on dit ça, on nous dit comment ça, les parents retournent à l'école? Eh bien, il faut que les parents reprennent le rôle
le rôle qui est fondamental, qui est celui d'encadrer. Quand on amène un enfant à la porte de l'école, il faut que cet enfant amène avec lui, soit équipé dans sa petite toolbox, dans sa boîte à outils, il faut qu'il amène un certain nombre de choses qui sont les valeurs fondamentales que seuls les parents peuvent donner et donnent généralement. Avec ces valeurs, quand il rentre à l'école, accompagné, quand il rentre à l'école, eh bien l'école y ajoute un certain nombre de choses. Le calcul, l'alphabet, etc. Et au fur et à mesure que l'élève transite par les différents niveaux, la boîte à outils grandit, se remplit, jusqu'au moment où, arrivant au banc de l'université, il a commencé à développer ses propres outils. C'est cela ce que nous plaidons. L'autorité locale, le rôle de l'autorité locale est fondamental dans ce processus. L'encadrement, l'impulsion, l'initiation, la coordination. Il faut que absolument. Tout le monde soit là. Oui. Docteur Ghali, on a parlé des écoles. Je crois comprendre que vous intervenez dans l'école publique. Absolument. Et j'avais une question par rapport à cela. L'école publique aujourd'hui, elle est gratuite. Et on voit très souvent, entre guillemets, l'élite marocaine aller systématiquement vers d'autres types d'enseignement que l'école marocaine. Et je voulais vous poser la question, avec des projets de salles Temkin, de salles multimédia développées, n'est-ce pas là un facteur de différenciation qui pourrait faire réfléchir les parents de faire revenir leurs enfants à l'école publique marocaine? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui peut participer à cela? Parce que on voit très souvent les parents aller vers d'autres enseignements qui existent chez nous, qui coûtent énormément d'argent, d'année en année, alors que l'enseignement public marocain, avec certains projets d'excellence, comme vous venez de parler, pourrait participer à un changement de paradigme et un changement de vision. On se trompe à croire qu'aujourd'hui, l'école privée, entre guillemets, si je puis me permettre le terme, prend une part importante de l'enseignement. 12%, 12 à 14%, pas plus. Pas plus. Effectivement, l'amélioration qualitative de l'enseignement public ferait revenir, et on le constate, on l'a constaté lors du confinement, lors du Covid, il y a eu des dizaines de milliers d'élèves qui ont décidé de revenir, et de familles qui ont décidé de ramener leurs enfants vers l'école publique. L'école publique connaît des problèmes, mais j'ai confiance personnellement, et je vous le dis d'expérience de terrain, parce que nous allons sur le terrain, et nous irons de plus en plus sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est là où l'éducation se passe. L'école publique s'améliorera, et nous n'avons pas le choix de toutes les manières. Nous disons par ailleurs que l'amélioration de l'école publique enrichira les familles. Pourquoi? Parce que plus l'éducation deviendra de qualité, moins la famille ira vers le soutien scolaire. Moins la famille allant vers le soutien scolaire, plus la famille s'enrichirait de toutes les sommes qui sont dépensées à améliorer, entre guillemets, la qualité, le niveau de leurs enfants. Exactement. Voilà un petit peu une dynamique dans laquelle nous sommes engagés. Le jeudi, vendredi et samedi, j'étais à Berkane. Eh bien, j'étais véritablement très, très agréablement surpris. La province a organisé le forum de la cité digitale. Et durant les travaux de ce forum, qui a réuni des experts du Maroc, des experts de l'étranger sont intervenus, a reçu la visite d'un certain nombre de missions diplomatiques, dans celles de Corée et de Roumanie. Durant les travaux de ce forum, la province a organisé un hackathon. Un hackathon auquel ont participé 150 jeunes de l'ensemble des provinces et préfectures du royaume. 50 ont été choisis. Nous les avons écoutés, chacun à la fois, tous les 50. Aucun n'avait un diplôme universitaire, mais tous avaient un rêve et un projet. Tous avaient cette créativité pour laquelle on a créé un cadre qui est venu s'exprimer, qui pour l'agriculture, qui pour le transport, qui pour réduire les distances, etc.,
Et là, ça me ramène à parler de ce qui existe sur le terrain. Des jeunes qui sont créatifs, qui ne demandent qu'à s'exprimer, qui ne demandent qu'à faire montre justement de cette créativité. D'où le deuxième terme de la Fondation pour l'excellence et la créativité. Nous pensons à la Fondation que lorsque vous créez le cadre, vous donnez les moyens, vous y ajoutez une impulsion. Et Berkane est un exemple extraordinaire, ce qui se fait au niveau de la province. Eh bien, les jeunes sont capables de nous surprendre, quel que soit leur âge. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc là, vous me tendez la perche pour une question. Est-ce que dans les salles estampillées Temkin, multimédia, on favorise le codage? Bien sûr. Vous savez, dans plusieurs pays européens, le débat est là pour mettre un minimum de codage au niveau du primaire, au niveau du CM2. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à avoir le jour chez nous? Écoutez, nous ne sommes pas encore au primaire, pour la simple raison qu'à vouloir tout faire, on finit par ne rien faire. Nous avons commencé par le baccalauréat et nous couvrons actuellement toutes les années du collège, du tronc commun et du secondaire qualifiant. Il est dans nos projets de descendre vers la 5e et la 6e, les 2 années du primaire. Ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce que nous voulons parfaire ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons commencé. Nous voulons transférer tout ce que nous avons vers les directions provinciales, vers les établissements scolaires. Cela ne sert à rien qu'une entité, la Fondation Temkin, en dépit de nos centaines de partenariats, etc., continuons à le faire nous-mêmes. Il faudrait que ce soit approprié par les établissements scolaires. Nous voulons mettre à la disposition de chaque établissement scolaire une plateforme, de manière à ce que l'établissement, le corps enseignant, le corps pédagogique puisse suivre et s'approprier ce que nous sommes en train de faire. Cette dynamique, nous sommes là depuis, réellement depuis 5 ans. Nous avons effectivement déposé nos dossiers en octobre 2015, mais nous n'avons commencé à travailler qu'en 2016 en attendant que les autorisations soient données, etc. 5 ans, d'accord, n'est pas une longue période pour faire ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous nous préparons à convoquer notre conseil d'orientation stratégique pour nous dire, qui existe, qui comprend un certain nombre d'éminents chercheurs, de praticiens, pour nous dire dans quel sens continuer et accélérer. Nous sommes à l'écoute de ce qui se fait au niveau du département. Nous sommes à l'écoute des orientations, nous nous inspirons des orientations de Sa Majesté le Roi. Nous pensons que la déclaration royale faisant de l'éducation la 2e priorité nationale est une instruction donnée à la Fondation, donnée à nous toutes, tous et toutes, pour travailler ensemble pour l'amélioration qualitative. Imaginez avec moi, c'est Boello. Et c'est pas une... portons la chose loin. La question du Sahara étant résolue, l'éducation devient la première priorité. N'est-ce pas? Oui, voilà. Et c'est dans ce sens que nous devons tous agir. Nous voyons maintenant ce qui se passe sur le terrain. Elle sera résolue. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. Voilà. On est dans un monde de plus en plus compétitif. On y viendra certainement. L'intelligence artificielle est parmi nous. On parle de transhumanisme. Et je pense que dernièrement, il y a quelques jours, le Maroc a signé la charte de l'UNESCO Absolument. Par rapport à l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire. On n'a pas le choix, il faut que l'éducation atteigne ce niveau d'excellence. L'éducation doit être à l'avant-garde. Là, ce que vous me racontez là, Dr. Galit, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le côté positif de l'évaluation dont vous faites. Que vous avez fait par rapport à l'éducation au Maroc. Mais il y a des points noirs, permettez-moi de vous les mentionner, et c'est attristant de voir ça, mais c'est à l'échelle mondiale. C'est l'abandon scolaire au niveau du CM2 et du collège, et un peu au niveau du baccalauréat. Comment peut-on arrêter ce fléau? Parce qu'au fait, l'abandon scolaire, c'est le début de la précarité. Comment peut-on
faire, peut-être que ça sort du cadre de la Fondation Temkin, mais là c'est l'expert en matière d'éducation que je m'adresse. Comment peut-on faire pour éliminer, parce que j'ai vu des chiffres incroyables, entre 400 et 500 000 jeunes sont déscolarisés, quittent l'école à ces niveaux-là pour des raisons diverses et variées, pour des raisons de précarité, pour des raisons de distance, pour des raisons d'encombrement, pour des raisons... L'universalité de l'éducation, on n'y est pas encore, il y a encore des filles qui ne vont pas à l'école, etc. Comment peut-on lutter contre ça? Écoutez, ce n'est pas par hasard que nous avons adopté les technologies de l'information et de la communication. Je fais un schéma, par exemple. Ce projet dont je parlais tout à l'heure préconise que la mise à disposition de tous les élèves, sans exception, de tablettes, avec du contenu, avec des programmes réaménagés, avec des enseignants qui maîtrisent ces tablettes, avec les élèves qui sont introduits à leur utilisation. Un élève n'a pas besoin de parcourir 6-10 km pour revenir en classe. Chaque jour, il peut venir en classe une fois par semaine pour rendre un devoir, pour discuter avec son enseignant, rester chez lui pour continuer. Au lieu de faire venir des élèves de loin vers l'école, eh bien portons l'école, amenons l'école aux élèves là où ils sont. Et les technologies de l'information et de la communication le permettent. Des filles qui ne viennent pas à l'école pour des raisons objectives, culturelles, voilà, eh bien amenons l'école à ces filles chez elles. Elles peuvent télécharger le contenu, elles peuvent interagir. La contrainte, et il va falloir la régler plus tôt que plus tard, c'est celle de la connexion. C'est pour cela que nous avons préconisé des bornes de réception. Nous avons des connexions satellitaires. Oui. Elles peuvent être, je pense que le département est conscient et le département travaille dans ce sens. Il est possible d'amener l'école, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être ingénieux, il faut être créatif dans notre approche de résorption de ces problèmes qui se posent à nous, comme elles se posent par ailleurs. Nous avons des stagiaires africaines à la Fondation aujourd'hui. Nous en avons 4. Eh bien, ils ont, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et ailleurs, ils ont ces problèmes qui se posent à eux. Tout à l'heure, j'étais en réunion et je leur ai dit, écoutez, avec d'encadrement, avec 3 d'entre elles, je disais, écoutez, parlez-nous des problèmes que vous vivez, pour voir la différence, pour essayer de voir comment vous les abordez, comment chez vous ces problèmes sont abordés, comment ces filles qui ne viennent pas à l'école, comment elles étudient, pour essayer, à notre niveau, au niveau de la Fondation, d'en faire un papier et de modifier éventuellement l'approche ou d'adopter l'approche. Voilà un peu ce que nous faisons. Et docteur Kadili, est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique nationale, de l'éducation nationale, pour justement lutter contre cet abandon scolaire au niveau du CM2, au niveau du collège et au niveau de... Et quand vous lisez la feuille de route du nouveau modèle de développement, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête du département de l'éducation un de nos meilleurs commis de l'État. Oui, il faut le dire avec fierté. Oui, il faut le dire avec fierté. C'est l'un de nos meilleurs commis qui est passé par tout le... On dirait qu'il s'est préparé et il a été préparé pour cela. Oui. Pendant 2 ans, il a sillonné le Maroc dans tous ses sens. Il était au fait de réunions avec les parents, avec les praticiens, avec les enseignants, avec tout le monde. En tant qu'ancien du département de l'équipement, il a fait cela également. En tant que ministre de l'Intérieur, il a fait cela. Il connaît le problème. Et puis voilà qu'il est à la tête d'une commission spéciale nommée par Sa Majesté pour nous dire comment nous développer. Et puis sa feuille de route. Si vous permettez de vous aller, il y a le préscolaire. Absolument. Sa feuille de route est on ne peut plus éloquente. L'enseignant, les établissements et l'approche pédagogique. Et les contenus. Et je pense qu'aujourd'hui, cette dynamique est engagée. Elle prendra quelque temps, c'est normal. Elle prendra quelque temps, elle s'installera dans les mœurs, elle s'installera dans le quotidien, et je pense que les améliorations ne tarderont pas à se faire voir. Si nous n'arrivons pas à faire ça avec lui, je ne vois pas avec qui on peut le faire. Mais j'ai confiance que les choses sont très bien engagées. Parfait. Docteur Kadili, ce chantier dont vous parlez est un chantier très important pour le Maroc, pour l'avenir du Maroc et des générations futures. On sent beaucoup d'optimisme dans ce que vous faites. Est-ce qu'il arrivera un jour
où notre système éducatif atteindra les espoirs que vous portez et atteindra le niveau qui va nous permettre justement d'arriver à cette excellence. J'ai envie de vous répondre par une question. Mais en fait, une question-réponse. Hein, est-ce que nous avons le choix? Nous n'avons pas le choix. Nous n'allons pas importer nos médecins. Nous n'allons pas importer nos ingénieurs. La question que quelqu'un posait, plutôt que le regret que quelqu'un exprimait à Berkane, nous avons la fuite des cerveaux, je dis, ben soit. Parce que nous en formons, nous n'en formons pas assez. Nos médecins partent à l'étranger, soit, oui, ils partent à l'étranger. Nos ingénieurs partent. Mais si on formait 10 000 ingénieurs, 15 000 ingénieurs par an, 10 000 médecins, il en partirait 5 000. Il en partirait 3 000. Nous garderions quand même 5 000. Qu'il n'y ait pas de déperdition. Absolument, absolument. Il faut accélérer la formation. Je salue avec beaucoup de satisfaction la création d'une faculté de médecine et de pharmacie à Lyon. Il en faut plusieurs. Mais il faut que l'approche de formation change. Il faut que la réalité virtuelle, réalité augmentée entre dans nos universités. Il faut peut-être arrêter de construire de grands amphithéâtres au profit de salles de laboratoire, au profit de cellules de recherche. Il faudrait accentuer, accélérer toute cette dynamique de recherche. Les laboratoires, aussi bien dans nos facultés de médecine, dans nos facultés de pharmacie, dans nos écoles d'ingénieurs, etc. Et c'est avec ça, quand nous voyons aujourd'hui la Chine, qui est le premier pays en matière d'intelligence artificielle, quand on voit le nombre de caméras de reconnaissance faciale, quand on voit ce qui se réalise, ça n'a pas été bien entendu du jour au lendemain, mais c'est tout un process qui a été mis en place il y a de cela une trentaine d'années. Regardez. Nous sommes sur la bonne voie. Des difficultés, bien sûr qu'il y en a. Mais je pense que la volonté y est. Je pense que la dynamique est engagée. Et je suis extrêmement optimiste. De toutes les manières, je ne peux pas ne pas être optimiste. Ben oui, vous êtes dans une fondation qui prend l'optimisme. Docteur Kadili, avant de finir cet échange passionnant et passionné, je voudrais que vous nous parliez, vous avez fait beaucoup de projets un peu partout au Maroc, un ou deux projets qui vous ont marqué et auxquels vous tenez. Et voilà, je voudrais que vous nous parliez de projets qui vous ont marqué par les défis qu'ils ont relevés, par l'impact, par les résultats éventuellement. Écoutez, le premier projet, c'est de développer nos propres plateformes et de faire confiance à une jeunesse pour le faire. Aujourd'hui, nous avons des plateformes de l'avis d'experts qui rivalisent avec les meilleures plateformes du monde et qui présentent des attributs meilleurs que celles de certaines plateformes pour lesquelles des investissements énormes ont été mobilisés. Elles sont propriétaires, les interfaces peuvent se changer à loisir, elles sont sécurisées, elles présentent l'attribut d'accommoder des milliers de personnes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Elles répondent et s'inscrivent dans la dynamique de la législation et de la réglementation en vigueur. À titre d'information, quand nous avons commencé à les développer et au-delà et bien avant, nous nous sommes inquiétés de la sécurité, et particulièrement de la loi 0908, et nous nous sommes adressés à la Commission nationale. Bonheur était le nôtre de devenir par la suite partenaire de la Commission nationale de contrôle des données à caractère personnel. Donc c'est dire, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'aller sur le terrain et de voir que ces plateformes utilisées en permis à des élèves de Birgendouz, à des élèves de Tata, à des élèves de Glmim, d'obtenir des bourses sans téléphoner, sans se déplacer, sans rien faire.
rien qu'en utilisant une plateforme, qu'en accédant à la plateforme Temkin, bourse.temkin.org, ils ont pu télécharger leurs documents, déposer leurs dossiers. Leurs dossiers ont été pris en charge par la plateforme, transmis aux universités concernées et ils ont obtenu leur bourse. Je me suis déplacé personnellement sur Euromed de Fès pour rencontrer les 3 élèves de Birgendouz. 2 filles et un garçon actuellement en 2e année. Et j'ai posé la question. Quand on vous a rendu visite à Birgendouz et quand je vous ai parlé des bourses, est-ce que vous m'avez cru? Et je vous assure qu'on m'a dit non. On pensait que vous étiez en train de nous raconter n'importe quoi. Et aujourd'hui, eh bien, vous voyez bien, et nous avons les enregistrements, aussi bien le premier à Birgendouz que ce que ces 3 élèves nous ont dit une fois à Euromed de Fès. Moi, je pense que la meilleure des choses qui nous soit arrivée, c'est de conforter notre conviction sur le terrain, quand nous allons sur le terrain, de trouver que notre conviction est confortée, que nous avons des potentialités sur le terrain, que nous avons une jeunesse qui en veut, et que la dynamique qui est engagée, qui est une dynamique participative, collaborative et partenariale, est en train de produire. Maintenant, nous sommes en train de porter cette dynamique au-delà des frontières de notre pays. Nous avons maintenant 7 pays africains. C'est pour conforter, pour confirmer notre vocation éminemment africaine. Nous avons 7 pays africains qui sont partenaires de la Fondation. Et nous allons continuer jusqu'à porter la dynamique de la Fondation, la dynamique Temkin, partout en Afrique. Le bruissement de notre pays au vent de l'Europe va au-delà, pour aller à Singapour, pour aller en Amérique, pour aller au Canada, en Angleterre et ailleurs, et porter toute cette dynamique vers l'Afrique de manière à nous enrichir, de manière à ouvrir nos programmes, à avoir une participation, une collaboration avec les pays africains. Nous avons aujourd'hui 7 représentations en Afrique. Mali, Sénégal, Mauritanie, Gabon, Côte d'Ivoire, les îles Comores et Tchad. Et nous sommes en train de nous élargir pour aller au-delà de ces pays-là. Et ma foi, si dans 2 ans nous arrivons à nous ramifier, à avoir ces représentations, des tables rondes, des rencontres, des séminaires, des conférences autour de la question de l'éducation et de son amélioration qualitative. Nous sommes en train de nous préparer pour un forum international organisé par la Fondation autour de la question. Voilà un petit peu ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas être optimiste. Très bien. Voilà. Très bien. Nous arrivons, docteur Kadili, à la fin de cette émission et il est d'usage de laisser le dernier mot, hein, c'est le nom éponyme de l'émission, de laisser le dernier mot à notre invité. Quel sera le vôtre, docteur Kadili? Écoutez, moi je m'inspire, et je pense que mes collègues le font également, de la déclaration de Sa Majesté le Roi, que l'éducation est la 2e priorité nationale après l'intégrité territoriale. Et tous les matins que le bon Dieu fait, et le soir, il y a cette expression qui nous inspire, que nous répétons entre nous, nous le disons en arabe, en français et en anglais, ensemble nous réussirons. Together we will succeed. Ma'an sananjah. Ma'an sananjah, ensemble potentialité, ensemble initiative, ensemble créativité, ensemble excellence. Et c'est cela qui anime l'action de la Fondation. Et puis le nom de la Fondation, c'est Temkin, c'est pas Temkoun, c'est responsabilisation. Absolument, et pas absolument. maîtrise. Voilà. Et Empower. Voilà, exactement. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Dr Kadili. Je rappelle que vous êtes président fondateur de la Fondation Temkin. Je vous souhaite bon vent en Afrique, hein, parce que c'est votre projet. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.